Le F, un pas de casque, est propulsé par service d'outils FGL, votre stratégie gagnante pour les produits Makita, DeWalt et Milwaukee. Lundi 30 mars, mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est notre retour sur le week-end de course qui se déroulait du côté de Suzuka au Japon, et on débute maintenant. Il est maintenant temps d'aller rejoindre notre collaborateur du lundi. Il est l'auteur du livre Villeneuve-Schumacher 1997, le duel qui a marqué une époque. Simon Vachon, re-bienvenue au F1 Podcast. Salut Martin, comment ça va? Hey, je vais super bien. Encore une fois, je pense qu'on a eu un bon week-end de course. Le seul petit problème, c'est l'heure à laquelle il fallait se lever pour écouter les courses. mais je m'en plains pas. Je fais ça depuis des années, puis j'essaie de compenser après ça dans ma routine. Mais c'est sûr que c'est pas facile, 3 week-ends de course collés comme ça pour démarrer une saison. Mais il y a des choses pires que ça dans la vie. Ouais, c'est certain, mais il faut que je te dise, je te trouve bien courageux, puis aux auditeurs qui l'écoutent dans le milieu de la nuit, prenez le compliment, parce que moi, je ne fais plus ça. Non, puis en plus, il y a des gens qui me disent, ben Martin, avec tous les mécanismes qui existent aujourd'hui pour enregistrer, pour voir, je sais, il y a quelque chose en moi, je l'ai déjà dit, c'est peut-être une forme de maladie mentale, mais moi, j'aime le direct. C'est sûr qu'on dirait que Ouais. de savoir que les rouges s'éteignent pour chez nous, en même temps qu'en Australie, puis en même temps qu'ailleurs, je sais pas, il y a quelque chose autour de ça. C'est la même chose dans différents sports, puis c'est quelque chose que j'ai éclairci en m'interrogeant là-dessus autour des dernières années, c'est quoi qui me fait vraiment vibrer dans le sport, puis que ça soit à la UFC, les arts martiaux mixtes, le hockey, toutes ces choses-là, c'est toujours, on dirait, le direct, quand la rondelle va tomber, quand le combat va commencer, quand les rouges vont s'éteindre. Le fait que c'est en direct, je sais pas, ça vient me chercher, mais en tout cas, c'est assez, on va arrêter avec ma psychanalyse du gars qui veut rester debout dans la nuit pour écouter des courses, puis on va se lancer dans un sujet un peu plus Ouais. important. Avant qu'on parle, parce qu'on commence toujours bien sûr avec la journée de samedi puis tout ça, mais là, il y a un communiqué qui est sorti de la part de la FIA qui est suite au Grand Prix, suite à l'accident d'Oliver Berman, un contact de 50G. On en viendra un peu plus tard dans les circonstances, exactement tout ce que ça a provoqué, parce que ça a eu un impact, bien sûr, dans le week-end de course, dans le Grand Prix. Mais si on regarde ce que la FIA vient dire, c'est qu'on veut un peu calmer le jeu et expliquer aux gens que on pourrait avoir un ajustement sur la nouvelle réglementation, sur la technologie en place, que c'était déjà prévu que les 3 premiers Grands Prix, du moins, seraient une sorte de banc d'essai, un échantillon qu'on est capable d'aller accumuler des données, puis après ça, on peut venir peaufiner un peu les nouvelles réglementations ou le spectacle à ce moment-là, de voir comment on peut corriger ça. C'est la raison pourquoi la FIA est sortie, c'est qu'une crainte qui avait été soulevée par Lando Norris, justement, tu en avais parlé, toi, Simon, ici, dans un épisode Mhm. du balado. J'en avais fait mention aussi quand on avait fait référence à ce que Verstappen faisait depuis le début de l'année, où ce qui tapait un peu du pied, puis dire ça va pas bien, n'aime pas ça, puis tout ça. J'avais dit, il serait mieux de se ranger avec Lando Norris, puis d'opter pour le côté sécuritaire, parce que par le passé, ça a déjà fait bouger les choses. Il n'y a pas si longtemps que ça, elle est faite seule. Puis là, c'est ce qu'on mentionne du côté de la FIA, de dire on est conscient de l'accident qu'il y a eu aujourd'hui. Pour expliquer un peu en perspective, c'est quoi le lien avec Lando Norris, c'est que lui avait dit, ma crainte, c'est que moi, j'arrive à toute vitesse dans un virage et qu'un autre pilote décide que lui, il doit recharger sa batterie, donc il lève le pied. Donc, on a un écart de vitesse qui est flagrant et qui est très dur à saisir à l'œil parce que c'est pas naturel de voir en pleine course un pilote complètement ralentir dans un virage. On se rappellera Fernando Alonso en Australie il y a quelques années où il avait levé le pied de façon, il l'avait fait par exprès pour essayer de nuire à sa compétition derrière. On l'avait même pénalisé du côté de la FIA, mais là, c'est quelque chose qui est rendu légal aujourd'hui parce que la technologie fait appel que les pilotes doivent conduire de façon erratique, de façon saccadée, à des endroits où ce serait pas naturel. Donc, je voulais savoir ton avis là-dessus. Le fait que la FIA veut ajuster le tir, ou du moins ouvre la porte à rencontrer les différentes écuries, les motoristes, les pilotes au cours du mois d'avril. On a le temps, là, le hasard a Oui. bien fait les choses avec les 2 Grands Prix qui ont été cancellés. Donc, on va avoir 5 semaines de libre pour faire ça. Tu vois ça de quelle perspective? Et en même temps, je veux t'entendre réagir là avec. Tu sais, j'ai l'impression que ce qu'on craignait est arrivé aujourd'hui, puis ça ne veut pas dire que ça se reproduira pas si on ne corrige pas le tir, là.
Oui, ben, il y a plusieurs facteurs là-dedans. Pour répondre à ta question, la FIA, je trouve qu'elle fait la bonne chose. Puis on comprend bien depuis le début de l'année que la FIA est en mode pour améliorer le produit en piste, que ce soit lors des qualifications et lors des Grands Prix. Puis il n'y a pas que Lando Norris, il y a Sainz aussi qui est Oui, sorti très durement c'est après vrai. le Grand Prix. Il a dit, nous, on le dit depuis le début, là, c'est très dangereux. Tu sais, on parlait de une possibilité de 50 km/h de différence. C'était 45 là, pendant la course entre Berman et Colapinto. Et évidemment, quand Berman s'est retrouvé hors piste, il a complètement perdu le contrôle de sa voiture. Alors, il n'y a personne qui veut voir un accident grave où le pilote se blesse gravement ou même pire. Alors, tu sais, je pense que la FIA est très consciente de ça. Par contre, elle est comme un peu mal prise parce que ça semble facile d'améliorer le produit en qualification. Puis je pense que tous les paddocks puis la grande majorité des amateurs s'entendent pour dire, pour voir les qualifications comme on avait l'an dernier, puis comme ça a toujours été, c'est-à-dire des voitures à fond tout le long du tour. En course, c'est différent. Il y a avant le Grand Prix du Japon, on avait dit, la FIA avait dit, la priorité, c'est les qualifs et le produit en course. C'est bien correct. Oups, là, il y a une évolution. Donc, tu sais, on sent qu'elle n'est pas dure, elle n'est pas ferme sur ses positions. Elle est capable de bouger si on le lui demande, si elle sent qu'il y a un besoin. Alors, moi, je vois ça très positivement. Sauf que ça va être difficile, d'après moi, d'éviter ce problème-là tout en maintenant la réglementation actuelle et elle est comme coincée parce qu'aucun retour en arrière n'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une partie de la solution qui est peut-être mécanique. Il y a peut-être une autre partie de la solution, c'est de s'assurer que les pilotes soient plus prudents. Mais là, si tu leur demandes ça, c'est contre nature. Alors, je pense pas que les pilotes, après 2, 3 courses de F1, sous une nouvelle réglementation, sont capables de changer leur nature. Puis oui, tu peux évoluer, mais là, de refuser d'entrer dans un endroit où tu penses que tu peux dépasser, de dire non à cette tentative-là, c'est très difficile, surtout pour un jeune comme Berman qui commence. Alors, tu sais, je pense que la FIA là, va devoir faire bien attention pour trouver un équilibre. Et honnêtement, la solution, c'est pas moi qui l'ai en ce moment-là. Puis si on regarde, là, Simon, tu mentionnes justement le danger que ça peut représenter ou quand on parle de faire une modification à la conduite ou d'essayer de demander aux pilotes d'être plus prudents. Le problème, c'est que si tu commences à leur dire où recharger, ben là, tu viens les enlever un peu, tu viens leur enlever un Oui. peu un côté stratégique, de dire, ben moi, je recharge là, l'autre recharge. Tu sais, il y a une forme de cachette aussi. On veut cacher son jeu. Un certain pilote vont choisir de garder. Tu sais, on a des plans déjà mis en place à travers les simulateurs avant de se présenter sur un week-end de course. Puis on se dit, ben, c'est à peu près à ces endroits-là où tu devrais recharger. C'est sûr que ça peut être semblable pour plusieurs écuries, sauf que si tu veux surprendre un adversaire, ben, ça se peut que tu décides de recharger ailleurs puis d'utiliser plus d'énergie à un endroit où ce qui s'en attend pas. Mais là, si tu commences à leur dire, ben, soyez prudents, faites pas ça dans ces courbes-là ou faites pas ça là, tu sais, comme dans le tunnel à Monaco, ça serait bien de valeur qu'un gars lève le pied dans le tunnel pendant que l'autre s'en vient à Puis, toute. Ouais, tu comprends ce que je veux oui, dire? puis il y avait eu un événement à F2 il y a quelques années, Avec là, Hadjar qui avait évité là, de peine oui, et de c'est ça, misère. exactement. Et puis, on enlèverait un atout important de cette année, c'est il y a plus que 2 ou 3 endroits pour dépasser par tour. Sur le circuit, on peut dépasser partout maintenant. Alors là, si on définissait des zones, là, on reviendrait un petit peu à ce qu'on avait avec le DRS. Donc, à mon avis, on perdrait quelques éléments positifs de la réglementation actuelle. Ça se peut qu'on en vienne à ça par mesure de sécurité, mais je serais quand même déçu. Si on finit rapidement, parce que tu le dis, on n'a pas la solution, mais moi je pense encore que le 60-40 qui avait été envisagé durant la saison morte, lorsque la main avait déjà été levée par les motoristes, par des pilotes qui avaient vu un peu ce qui se tramait ou ce qui se préparait pour la prochaine saison, on avait décidé peut-être de limiter ça, de dire l'apport de l'électrification sera seulement de 40%, puis on restera à 60% avec le moteur thermique qui fournit les chevaux vapeur. Moi, selon moi, je me dis, ça serait pas une grosse aveu d'échec de faire le compromis puis de dire, ben, écoutez, on va aller au 60-40. Déjà que quand on parle de 50-50, on le sait bien que c'est pas vraiment 50-50, là. Les chiffres sont très près de là. Mais de dire, si on va vraiment là, peut-être que les pilotes, justement, auraient besoin de moins lever le pied, moins recharger. Donc, tu limites les endroits où ce type de risque-là pourrait être présenté. Je sais pas si tu veux finir là-dessus, clore là-dessus du 60-40. Toi, est-ce que c'est un compromis qui te dérangerait si la FIA décidait de revenir à Miami au mois
au mois de mai, le prochain Grand Prix, puis de dire, écoutez, là maintenant, à partir de maintenant, la nouvelle F1 2026 se déroule 60-40 dans l'apport électrique et thermique. Et tu fais bien de mentionner Miami parce que dans les arguments Saints, il y a beaucoup le fait qu'on a de plus en plus de circuits urbains avec des barrières très proches. Miami, Monaco, Azerbaïdjan, Las Vegas. Donc, tu sais, si un accident comme tel arrivait, puis que là, Berman avait rentré dans la clôture sans qu'il y ait une trappe de sable, là, et donc il y aurait eu un contact beaucoup plus violent. Alors, je pense que 60-40, pour moi, si le spectacle en piste se rapproche de ce qu'on voit depuis le début de la saison, puis je pense que ce serait le cas, pour moi, c'est un compromis tout à fait acceptable. Est-ce que ça va tant réduire les vitesses que ça, la disparité de vitesse? Ben ça, par contre, j'ai peur que ce soit pas assez, mais ça serait un début. Ça serait un début. Ouais, c'est ça, exactement. Puis tu le fais bien, Il les va falloir clôtures. faire des essais-erreurs. On n'aura pas le choix, là. Oui, et puis c'est ce que la FIA mentionne dans son communiqué, que c'était prévu qu'on allait accumuler des données, se rencontrer, qu'on avait des périodes d'ajustement déjà de positionner à quelques endroits dans la saison. Là, comme je le répète, il y a une grosse fenêtre qui s'est ouverte avec les 5 semaines Mhm. qui n'ont rien à faire, mais tant mieux s'ils peuvent prendre le temps de discuter. Et ils ont aussi mentionné de faire de la simulation, donc de prendre les données accumulées lors des 3 premières manches de la saison, les mettre dans l'ordinateur et regarder ce qu'on peut faire justement avec un avenue comme un 60-40, voir si on est vraiment capable d'améliorer la situation, diminuer le risque, parce qu'au bout de la ligne, c'est ce qu'on veut. Conserver le spectacle, mais diminuer le risque, c'est toujours ça qui est plus important. Puis quand je parle de diminuer le risque, c'est pas le risque qu'un pilote normal de course est prêt à courir. C'est vraiment le problème qu'on a vu aujourd'hui de Berman, où tu mentionnais la possibilité à Miami, que lui, dans le fond, là, parce qu'il y a des personnes qui pensent que Oliver Berman, il a essayé un dépassement à un endroit qu'il n'aurait pas dû. Ça a été mon premier réflexe, mais aussi de voir qu'est-ce qu'il a essayé là. Puis là, quand tu regardes la deuxième reprise, c'est non, non, il voulait pas essayer un dépassement. Il s'en vient à toute vitesse. Il a Il l'impression était qu'il va plus vite. ouais, Oui, il a c'est ça. l'impression qu'il va suivre une voiture dans un virage, négocier le virage avec Colapinto, puis là, tout d'un coup, il se rend compte que, oh, non, lui, il est quasiment arrêté, donc je dois me trouver une porte de sortie. Il n'y en avait pas de porte de sortie parce que Suzuka, on le répète encore, la piste est vraiment pas large, sauf qu'on n'a pas les barrières sur les côtés. Miami, tu as raison. Si tu arrives, puis tu penses dépasser quelqu'un ou suivre quelqu'un plutôt, puis lui décide qu'il ralentit, ben là, tu donnes un coup de volant, puis c'est dans une clôture que tu te retrouves, puis là, tu sais, si on a vu Oliver Berman, malheureusement, boiter en bon québécois en sortant de sa voiture, ben ça pourrait qu'il sorte pas du pantoute là, si c'était à un autre endroit. Là. Fait que ça, c'est ce Ouais, qu'on veut pas. Là. puis c'est ça. Puis là, ça va prendre 1 heure, tu sais, où on va arrêter la course. Puis Ouais. on veut pas vivre ça, puis la FIA veut pas vivre ça. Puis au plus vieux de la vieille, rappelons-nous, dans un accident avec une grande disparité de vitesse, Mark Webber sur Heikki Kovalainen, qui est Ouais. sur Lotus, et Webber qui s'en va à l'avalanche. Ouais. Ça c'est ce que Norris faisait allusion avec son scénario. Et évidemment, on avait eu très peur à l'époque, mais c'est pas le genre de choses qu'on veut voir. Ça fait partie de la course, là, il faut juste pas se faire d'illusions. Il y aura toujours des accidents graves, mais on a quand même eu un certain malaise de voir Berman en douleur, Ouais. sortir, sortir de sa voiture puis là avoir mal. Donc, c'était comme. On se posait des questions, puis on n'est plus habitué à ça, je pense, les Non. amateurs de Formule 1. Alors que malheureusement, dans la vieille époque, ça arrivait pas mal plus souvent. On a perdu cette habitude-là, puis je pense que c'est très bien ici. Alors, il y a un compromis à aller chercher. On l'aura peut-être pas trouvé à Miami, mais j'espère que vers la fin de la saison, on aura plus ces discussions-là. Ben, tant qu'il y a de la volonté. Tu sais, c'est là qu'on voit, il y a pas C'est ça. d'orgueil, il y a pas d'orgueil mal placé du côté de la FIA, du moins ce qu'on voit de l'externe là, pour l'instant. Donc ça, pour moi, je pense que c'est de bon augure, puis c'est une bonne nouvelle de voir qu'on est prêt à tendre l'oreille, on est ouvert d'esprit, puis on veut tenter de trouver des solutions avec tout le monde. Parlant de solutions, du côté de Mercedes, OK? Quand on regarde ça, on se dit, George Russell était supposé d'être l'homme de la situation. Il se présente à Suzuka après avoir échappé, on peut dire. On peut dire dans les circonstances, c'est sûr qu'il y avait eu un problème dans les qualifications en Chine, mais on dit quand même, on n'a pas réussi à récolter 2 en 2. C'était le plan dans sa tête. J'ai de la misère à croire qu'il s'imaginait autrement. Finalement, c'est Antonelli qui se présente là. Puis là, George Russell a opté pour des drôles de réglages. On a vu tout le long des séances de qualification au cours de la journée de samedi que le train arrière se promenait beaucoup. Il semblait pas être capable de prendre le dessus sur sa voiture. Les nerfs, la pression, je l'ai senti que ça avait l'air de rentrer dans l'équation. Mais celui qui n'a pas été affecté pantoute, qui semble à sa place, qui gagne en confiance puis qui débloque des outils de plus. Franchement, si j'étais dans le camp Russell, je commencerais vraiment à être intimidé par la présence de Kimi Antonelli qui décroche une deuxième pole consécutive.
Je suis avec toi. Mais c'est une très belle pole pour Kimi Antonelli qui va là. Il dit, moi, je fais mon affaire. Et c'est à Russell de me battre. Puis ça, c'est la position dans laquelle Russell devrait se trouver normalement et non l'inverse. Ouais. Mais pour ce qui est de Kimi Antonelli, il commence à s'affirmer. On dirait que là, sa victoire, des fois, c'est ça que ça fait aussi, là. J'en ai gagné une, donc mais à partir de maintenant, je suis en confiance, je peux m'amuser, je sais que je peux gagner. Alors, je trouve qu'il a très bien paru. Pendant que Russell avait l'air mal à l'aise, et pendant que Russell est en difficulté, ben Antonelli, lui, il va chercher la pole, comme on demande à tout bon coéquipier, et en plus, il bat son coéquipier Russell. Donc, je pense que Antonelli, mentalement, est à la bonne place. Russell, inquiétant. Moi, je trouve ça inquiétant du fait qu'il faut que tu apprennes George Russell à aller chercher des pôles, à gagner des courses quand ta voiture n'est pas parfaite. Ça va arriver. En fait, tu auras rarement une voiture parfaite dans laquelle tu es 100% à l'aise. Alors, il faut que tu trouves le moyen d'être meilleur que ton coéquipier. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et je ne prendrais pas la chance si j'étais Russell. Ben, je sais là, qu'il veut gagner et tout, mais je trouverais des moyens pour reprendre le dessus sur Antonelli très rapidement en piste parce que il n'y aura peut-être pas la chance d'étirer la lutte au championnat aussi longtemps qu'il le voudrait, à part si Mercedes domine la saison. C'est fort possible, mais tu sais, Toto Wolff a dit tellement souvent depuis l'époque Hamilton-Rosberg que ça avait été une erreur et qu'il ne veut pas rejouer dans ce film-là. Alors, je regarde Russell, qui regarde son jeune coéquipier Antonelli, qui gagne des courses, qui va chercher des pôles très bien. Et là, je me dis, ça serait facile pour Mercedes de tomber en amour avec ce narratif-là du jeune qui arrive, qui est super bon, puis on l'aime tous, on veut l'aimer, Antonelli. Alors, tu sais, puis Russell, là-dedans, dans cette histoire-là, ben, c'est quoi son rôle? Moi, si j'étais Russell, j'irais parler à Fernando Alonso, puis je dirais, raconte-moi 2007 chez McLaren, comment c'était, parce que je veux me préparer mentalement, je veux pas que ça se produise pour moi. Et là, je trouve que Russell, ça peut-être l'air sévère ce que je dis, mais il doit pas patienter. Il faut qu'il corrige le rythme très rapidement. Puis là, il y a 5 semaines pour le faire. Ouais, ça m'a fait penser à l'article que tu as écrit en début de saison sur la page du F1 Podcast où tu C'est mentionnais. dans cette veine-là. Parce que la raison que, moi, de la façon que je l'ai regardé, l'angle, là, pourquoi j'ai fait un lien avec ton article, c'est que tu demandais, tu sais, tu disais l'art de rouler à l'avant, puis tu trouvais il s'était montré un peu impatient, qu'il avait pris des risques pendant le premier Grand Prix, mais de comprendre que la voiture la plus rapide. Où ce que je fais le lien avec ton article, c'est pourquoi aller chercher des réglages hors normes au troisième Grand Prix de la saison quand tu as la meilleure voiture? Je veux pas dire que c'est facile, mais on comprend que Mercedes, si tu fais juste la mettre en piste, la mettre au bon endroit, utiliser ton talent, pour l'instant, en début de saison, tu devrais te retrouver en pôle. Puis c'est pas pas une grosse énoncée que je suis en train de faire. Là, ils ont quand même eu les 3 pôles depuis Mhm. le début de l'année. Mais pourquoi George est allé un peu plus loin, comme de l'aveu propre de Toto Wolff, qu'on a travaillé sur l'avant de la voiture, a été agressif dans ses réglages, est venu déstabiliser ce qu'on avait, puis après ça, l'arrière bougeait. Moi, ce que ça me lance comme message, c'est qu'il s'est dit, ce que j'ai, juste mon talent, c'est pas assez pour battre Antonelli. Donc, je dois puiser dans mon expérience ou dans mes ressources et essayer de trouver quelque chose que l'autre bord du garage, on ne trouvera pas, puis essayer d'aller saisir la pole. Peut-être que je vais trop loin, mais moi, j'ai l'impression que ça nous montre que Kimi Antonelli est déjà dans la tête de George Russell. Ben, moi, je partage ton avis entièrement. Et d'après moi, c'est pour ça, il s'est dit, il faut que j'en fasse un petit peu plus pour battre Antonelli. Et c'est là où Antonelli vient déstabiliser Russell. Ça devrait pas être comme ça. C'est Non. Russell qui devrait être dans cette position-là. C'est Russell qui devrait être le meneur d'écurie. Mais en même temps, on l'a vu la saison passée que c'est un scénario qui est quand même assez similaire à Piastri face à Norris l'année passée. La saison est longue, donc Russell peut s'inspirer de ce qui s'est passé avec McLaren puis Norris l'année dernière, s'il y a besoin. Mais je pense que Russell, dans son premier mandat maintenant, il faut qu'à chaque fois qu'il prend la piste, qu'il aille chercher le maximum de ses capacités. Il faut qu'il soit en confiance que c'est suffisant pour battre Antonelli, parce que je pense que c'est le cas. Antonelli, il va pas faire un sans faute d'ici la fin de l'année, là. Sauf qu'il est probablement meilleur que ce à quoi Russell s'attendait, puis peut-être meilleur que ce à quoi Mercedes s'attendait. Maintenant, c'est ça. C'est à Russell de reprendre le dessus sur son coéquipier. Donc, la première étape là-dedans, c'est de se faire confiance à lui, sachant qu'il a les réponses à l'intérieur de son talent.
Il n'a pas essayé de trop en faire. Parlant d'un qui n'a pas essayé de trop en faire, parce qu'il n'y a pas un début de saison facile, on va se le dire. Oscar Piastri, pareil pour l'écurie Orange Papaye. On s'en attendait quand même. On est l'équipe qui a été championne du classement constructeur lors de la saison 2024 et 2025. Ça veut dire que ça fait 2 ans qu'on a moins de temps que quiconque pour développer la voiture. Sauf qu'on a quand même à la base un moteur Mercedes, même si on entend à travers les branches qu'on a pris du temps à livrer les bons documents, les dossiers pour un peu de pas donner d'avantage à McLaren, mais on voulait un peu quasiment les désavantager. Ça, du moins, c'est ce qu'on entend entre les branches. Peut-être que c'est vrai, peut-être que ça ne l'est pas. Mais Piastri, vraiment pas le début de saison escompté. On peut même coller ça puis faire une boule là, de négativisme avec sa fin de saison. Puis là, finalement, il se présente à Suzuka, un circuit de pilote, un circuit de confiance, puis il nous montre encore qu'il n'est pas fini, le Oscar Piastri, puis qu'il n'a pas dit son dernier mot en 2026. C'est le troisième Grand Prix de la saison, c'est son premier vraiment pour lui, parce que peut-être qu'il pouvait avoir une chance de courir le dimanche, mais j'ai trouvé que ça a été solide comme performance. Bien sûr, Lando Norris n'a pas eu le week-end souhaité avec beaucoup de problèmes dans les séances d'essai libre, n'a pas, quasiment pas eu de temps de pratique pour développer la voiture, mais quand même, Piastri, je trouve qu'il s'est levé pour McLaren. On avait besoin d'un bon résultat ou du moins d'une bonne qualification du côté de l'écurie Orange Papaye. Puis Oscar Piastri a livré la marchandise. Oui, puis j'ai envie de te dire qu'en qualification, Piastri était le meilleur de tous les non-Mercedes. Oui. Donc, tu sais, il était convaincant et j'espère que ça dénote une montée en puissance des McLaren là, pour qu'elles puissent se venir se joindre au duo Ferrari et Mercedes qu'on avait depuis le début de la saison. Et Piastri, en fin de semaine, n'a pas semblé déstabilisé du tout par son mauvais début de saison, là, qui n'est pas entièrement de sa faute. Non, non, il était le Oscar Piastri calme et dominant qu'on a connu là, pendant une bonne période l'année dernière. Tu me dis si je me trompe, mais j'ai cru, peut-être que j'ai été naïf, peut-être que c'est à cause qu'il était trop tard dans la nuit et mon jugement était affecté, mais j'ai cru à un instant que c'était peut-être possible pour Charles Leclerc de décrocher une pole dans cette qualification-là. Ferrari, qui semblait pas nécessairement être la première écurie, non plus la deuxième, lors de tous les essais libres qui avaient eu lieu avant ça. McLaren semblait dans le coup plus qu'eux. Mais il y a eu des moments où ce que Charles était vraiment compétitif sur le circuit de Suzuka. Puis finalement, ça s'est un peu tout gâché à son dernier essai où ce que il a voulu en donner un peu plus. Il sentait peut-être que justement, il devait aller dans les derniers retranchements dans la fenêtre de performance que sa Ferrari lui offrait. Puis finalement, il a commis une erreur puis il a payé très très cher dans la grande ligne droite en se retournant là, vers la fameuse chicane de Centrentaire et compagnie. Mais quand même, j'ai trouvé tu me dis si tu as eu une autre idée, tant mieux, mais moi, c'est la perception que j'avais dans la nuit de dire ah, Charles, peut-être qu'il pourrait l'avoir, cette pole-là. Moi, je pensais qu'il allait trouver le moyen d'au moins devancer Piastri, ça, pas mal sûr. Et peut-être même Russell pour aller se placer en première ligne. Ouais. De là à dire qu'il aurait été chercher la pole, moi, je pense que c'est peut-être tiré fort sur l'élastique. Mais dans mes notes, je le mettais troisième sans son erreur, puis peut-être même deuxième avec un point d'interrogation. Alors, tu sais, t'es pas loin de la vérité. Et malgré tout ça, il a amélioré là, dans sa dernière présence Ben que oui. personne d'autre a pu faire. Hein? Non, c'est ça qui est fou. Puis en plus, c'était Ouais. vraiment pas, quand on regarde la reprise, c'est vraiment pas le genre de tour où tu dis, ah, ça a l'air rapide, ça c'est un tour de pole position. Il avait l'air d'un gars qui a vraiment tout sacrifié puis qui a tout lâché à la fin. On a vraiment vu la voiture devenir très, très instable à la sortie du virage. Et à ce moment-là, ben, ça lui a coûté dans la grande ligne droite parce qu'on le sait, si t'as pas une bonne sortie, ben, tu vas payer au bout de Ah, la puis ligne là, droite. c'est long. Oui, c'est long, longtemps. C'est Tu tout le payes longtemps. segment 130 heures jusqu'au Casio Triangle. Tu payes longtemps, ça, c'est certain. Oui. Moi, Lando Norris, j'ai trouvé qu'il a très bien fait. Il a bien répondu parce que, on l'a dit, là, les problèmes mécaniques se sont multipliés au cours de la fin de semaine. À longue, tu perds confiance en ce que tu as entre les mains. Tu bâtis pas de confiance non plus parce que t'es pas en piste. Tu peux pas développer la fenêtre de performance. On le dit, c'est un circuit de confiance, c'est un circuit de pilote. Si t'es pas en parfaite harmonie avec ta voiture, c'est pas évident d'insérer un temps compétitif, de quand même réussir à placer sa McLaren où ce qu'il l'a placé, de séparer les deux Ferrari, de se placer devant Lewis Hamilton qui arrivait le torse bombé après avoir eu son premier podium en Chine, puis finalement de quand même Norris de se glisser devant entre ces deux pilotes-là avec le début de week-end qu'il y avait eu. Ça, j'ai trouvé que ça a été, pour moi, ça a été le meilleur probablement résultat qu'il pouvait faire ou escompter. Là. Ben, compte tenu du fait de tous les ennuis, là, tu as fait allusion qu'il y a eu durant les essais libres, tu sais, je n'aurais pas été surpris s'il tombait en Q2. Il s'est rendu à Q3, termine 3 dixièmes derrière son coéquipier, deux places derrière.
Donc, tout à fait respectable, oui. Euh, Par contre, je me disais, il n'a pas réussi à se protéger du départ des Ferrari. On y reviendra plus tard parce que c'est pas ça du tout qui est arrivé en course. Ouais, de dire que c'est vrai, même j'en avais fait allusion vendredi en parlant avec François quand Oui. on faisait l'épisode Votre Guide, de dire ça serait quand même bien, sans souhaiter rien de mal aux Ferrari, mais de les voir un peu plus loin sur la grille, puis de les voir jusqu'à où ils sont capables de remonter, ça serait intéressant comme spectacle parce que, comme toi, lorsque tu les vois un peu trop, tu sais, un peu trop en avant dans la grille de départ, ben, tu te dis, hey, s'il faut qu'ils s'en prennent du départ. Donc, c'est vrai, pour Norris, tu te dis, le seul petit X, c'est de dire, ben, il y a encore une Ferrari devant toi, donc ça sera pas évident. Tu te mets beaucoup de boulot sur la planche pour la journée de dimanche. Hamilton, comment l'as-tu trouvé? Justement, on en parlait vendredi aussi, comme quoi que j'avais entendu un message radio qui disait j'ai aucune confiance en cette voiture-là. D'un week-end à l'autre, à quel point ça l'a changé rapidement. Quand même réussi à placer sa Ferrari. On va dire que c'est pas catastrophique comme résultat, mais j'ai l'impression que il a Lewis Hamilton. Je veux pas dire que le Lewis Hamilton des dernières années est revenu parce qu'il est quand même plus positif et toutes ces choses-là, mais Mhm. j'ai pas trouvé que ça a été il m'a pas semblé autant en confiance qu'en Chine. J'ai trouvé qu'il se cherchait un petit peu, puis le fait justement que Norris a réussi à positionner sa McLaren devant Hamilton, je trouve que ça vient un peu nous montrer ce que Lewis n'était pas en parfait contrôle de son auto. Non, je pense que tu as raison. Moi, j'ai marqué, je l'ai trouvé très effacé en fin de semaine, là. Bon, peut-être moins vers la fin de la course, puis on y reviendra, mais en qualif, on l'a jamais senti meilleur que Leclerc, là, à aucun moment. Et quand on regarde, l'écart n'est pas si grand, là. Leclerc termine à 6 dixièmes et Hamilton presque 8. Donc, tu sais, c'est pas énorme. Il y a 2 dixièmes, même pas 2 dixièmes, 1 dixième et demi de différence entre le temps de Leclerc et le temps d'Hamilton en Q3. Mais jamais j'ai senti qu'Hamilton était une menace pour la pole. Jamais j'ai senti qu'Hamilton était une menace pour la première ligne, la deuxième ligne. Donc, c'était probablement en raison du manque de confiance là, dont tu viens de mentionner. Mais après avoir eu un podium en Chine, je me serais attendu à un petit peu plus de hargne côté d'Hamilton. Je pense que ça va revenir, peut-être la prochaine à Miami, peut-être à Montréal, on verra bien. Mais à quelque part, je pense aussi que c'est normal que Leclerc ait eu envie d'augmenter son niveau de performance. C'est peut-être ça qui fait la différence plus que Hamilton est facile. Puis en plus, quand tu dis, c'est vrai que l'écart est pas si loin que ça, mais quand on remet en perspective le tour que Charles avait eu, qui était loin d'être parfait, on se dit que c'était une belle porte ouverte pour Lewis pour justement passer devant son coéquipier. S'il avait réussi à mettre les trois secteurs ensemble, ce qu'il n'a pas réussi à faire. Puis il était très, très près de se retrouver derrière une Alpine aussi, là, parce qu'un peu plus qu'un dixième du côté de Pierre Gasly continue de. J'ai pas envie de dire multiplier les miracles parce qu'il faut quand même mettre en perspective que cette année, on a un moteur Mercedes à bord de la voiture Alpine, mais quand même, il fait bien Gasly, puis ça fait un bout, réussit à trouver la façon de soutirer le maximum de sa voiture, puis c'est ce qu'on demande d'un pilote, c'est de dire montre-nous ce que t'as dans le ventre, mais montre-nous aussi ce que la mécanique est capable de te donner. Puis après ça, ben, on va peut-être être capable de t'en donner plus, ça va aider au développement en faisant ça. Mais encore une fois, une solide performance de Pierre Gasly en qualification. Oui, une autre excellente performance de Gasly. Puis, moi, je suis en train de me dire que Gasly, là, ça va peut-être pas se produire parce que je suis pas sûr que la conjoncture est là pour l'aider, mais il est rendu à un stade de sa carrière où il mériterait une chance au sein d'une équipe de pointe. Tu sais, ça fait longtemps là, ce qui s'est passé chez Red Bull 2019. Là, on est en 2026. Et je suis très conscient que on ne s'offrira peut-être pas à lui, mais son pilotage actuel fait en sorte que dans la saison des transferts, s'il y en a une qui est active cette année ou non, ça serait justifié qu'une grosse équipe voit en lui, tu sais, le pilote qui peut mener la voiture à bon port. Probablement que ça va être plate pour lui puis que ça n'arrivera pas. Puis je sais qu'il y a déjà un contrat chez Alpine. Cette affaire-là, ça se casse. Mais reste que, tu sais, je le trouve excellent encore. Puis là, en ce moment, en tout cas en fin de semaine, il était le meilleur après les Mercedes, Ferrari puis les McLaren. Puis en course, peut-être plus serré, mais en qualif, ça m'a pas du tout surpris de le voir là. Et il y a quand même une bonne marge avec le temps de Hadjar en huitième place. Donc, tu sais, Gasly donne plus à Alpine que la Alpine mérite, à mon avis. Oui, oui, oui. Puis ça fait longtemps qu'il fait ça en plus. Fait que, Ouais, c'est ça. C'est pour ça que jusqu'à un moment donné, il ouais. faudrait peut-être, tu sais, c'est le fun, les jeunes qui montent et tout, là, mais il y en a des pilotes qui n'auront jamais leur chance, malheureusement. Puis je pense que Gasly va tomber dans cette trappe-là. Puis à quelque part, c'est une injustice.
Rendu à 30 ans déjà, à moins que je me trompe. Ben, dans ces eaux-là, là, Ouais, dans ces 29-30, eaux-là. mais C'est ça ça. reste que c'est encore jeune pour un Ouais, pilote ouais. de F1, là. Ah oui, c'est encore jeune. On voit ce que Hülkenberg est capable de faire à son âge, donne C'est des ça. bons services à une écurie. Donc, Gasly, tu sais, on regarde Aston Martin un jour, si on décide de peut-être tourner la page sur un gars comme Lance Stroll, mais Pierre Gasly pourrait être une belle alternative aussi pour avoir un gars qui arrive, qui est solide en Ouais. partant, capable de travailler dans une écurie d'usine, parce qu'il a quand même été un bout chez Alpine aussi, il a de l'expérience d'avoir été chez Red Bull, que ça vaut quelque chose quand même. Parlant de Red Bull, Il a ben roulé avec le Honda quand le Honda allait bien, oui, chez Racing exactement. Bull. C'est ça. Ben, il a connu, c'est ça. Il a quand même connu les gens d'Honda, pis toutes ces choses-là. Ça pourrait, je lance ça comme ça, il n'y a rien qui pointe dans Non, ce puis il y sens-là, a mais d'autres écuries, puis ouais. on en reparlera dans les prochains mois, tu sais, parce que ça peut aller tellement dans toutes les directions, cette saison des transferts-là. Mais reste que j'ai l'impression qu'on n'y pensera pas beaucoup à Gasly, tu sais, comme une option, puis je trouve ça injuste parce mériterait d'avoir une autre chance, là, avec une équipe capable de gagner des courses. Du moins, on sait que Flavio Briatore est plus reconnu pour te donner une claque à la gueule qu'une tape dans le dos. Mais on dirait que Flavio, ce qu'il a dit l'année dernière en parlant de Gasly puis en le positionnant parmi les 6 meilleurs pilotes de la grille, Ouais, ça, du moins, il le fait pas mal paraître, là. Pierre Gasly fait vraiment pas mal paraître Flavio depuis ce temps-là. Puis peut-être que ça lui a donné la confiance aussi de dire, lui, il croyait peut-être, mais d'avoir quelqu'un du statut de Flavio Briatore, qui est pas reconnu pour ses compliments, comme je disais, qui te ouais, positionne dans mais les quand six. il t'aime, Flavio, ça paraît aussi, hein, C'est ça. C'est ça. Mais je pense que ça a peut-être été le saut d'approbation de ouais. dire que, écoute, je suis pas un imposteur. Tu sais, le syndrome d'imposteur, des fois, ça existe. Même des gars qui ont de la bonne confiance en eux autres, de dire, hey, puis c'est correct aussi d'avoir tu sais, de se regarder puis de penser d'auto-évaluation puis tout ça. Mais j'ai l'impression que depuis ce temps-là, ça a donné. Ben, il connaissait des bons résultats avant ça. Mais j'ai l'impression que ça lui a donné peut-être l'élan de confiance pour poursuivre puis continuer de bâtir Bah, là-dessus. peut-être, oui, Ouais. d'avoir eu cette reconnaissance, justement, ça l'a mis dans des bonnes dispositions. Et puis, peut-être que Gasly aussi performe mieux dans une écurie de pointe où là, les attentes sont moindres. Tu sais, on Ouais. parlait de Russell tantôt. Tu sais, ça aussi, là, il y a beaucoup de les pilotes, ça arrive à beaucoup. Là, il n'y a pas de pression vraiment à Gasly. Il n'y en a pas à l'intérieur de l'équipe. Il y en a pas non plus. On ne s'attend pas à grand-chose de lui nécessairement. Donc, tu sais, chaque fois qu'il performe bien, on est comme Wow, super bon Gasly. On disait ça il y a quelques années de Albon, puis là, on s'en reparlera. Tu sais, ça va pas très bien pour lui, là. Non. Puis Gasly 7e, puis on aurait probablement dit la même chose qu'on vient de dire s'il avait été 10e. Ça montre à quel Oui, point qu'il n'y a pas. absolument, parce C'est qu'on ça. sait que c'est la voiture qui l'handicape. C'est ça. Fait que ça montre à quel point qu'il y a pas nécessairement la pression, parce que même 10e, on aurait trouvé que ça aurait été un bon week-end pareil. Du côté de Isaac Hadjar, vraiment une belle réponse. Max Verstappen a eu de la difficulté tout au long du week-end. On a emmené des nouvelles améliorations sur la RB22. Ce que ça a fait, ben, selon les dires de Max, selon les dires de Laurent Mekies, c'est que ça a fait pire. Puis c'est un peu dans le sens de la conduite de Max. Hein. C'est probablement le pire scénario qui se produit pour lui présentement parce que l'avant de la voiture ne répond pas. Puis on sait à quel point que Verstappen aime ça, avoir une conduite très nerveuse. Il veut que ça réponde très vite. Il fait des corrections au millième de seconde. Puis là, il doit en faire beaucoup. Puis c'était toute une différence quand on regarde les 2 tours d'anthologie qu'il avait fait dans les dernières saisons pour signer les pôles positions. Puis là, on arrive, en plus, il était sur 4 victoires d'affilée. Puis là, on le voit essayer de faire un tour, puis le volant se promène de chaque côté, puis tout ça. Puis là, c'est là qu'on fait appel à ce qu'on n'avait pas depuis des années chez Red Bull, de dire Max n'est pas en grande forme, Max n'est pas capable nécessairement de trouver comment emmener sa voiture ou de la faire répondre à ses standards à lui pour être capable de mettre un bon temps sur le tableau. Mais c'est le temps que le deuxième pilote, lui, trouve quelque chose et mette l'écurie dans une bonne position. Et c'est Isaac Hadjar, encore une fois, il l'avait fait en Australie, puis il l'a fait encore une fois au Japon en fin de semaine. Oui, entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Quand Verstappen ne réussit pas à être dans le top 10, Hadjar est là. L'année passée, là, ça n'aurait jamais été le cas. Probablement pas avec Perez 2024 non plus. Alors là, Hadjar, c'est vraiment un bonus qu'il donne à l'écurie. Reste qui est quand même 1,2 seconde plus lent que le temps de la pole. Là. Tu sais, l'année dernière, il a probablement été dernier avec un temps comme Oui. ça. Ouais. Mais, mais là, ça l'amène en 8e place. Alors, tu sais, moi, je pense qu'il faut juste souligner à quel point, dans une voiture qui est difficile à conduire, Hadjar tire son épingle, tire son épingle, puis son épingle du jeu, voilà, puis il réussit à sauver les meubles, on peut peut-être dire ça. Tu sais, c'est pas impressionnant, là, mais
il est huitième, il est en avant de Verstappen, il est en avant des Audi, il est en avant des Racing Ah Bull. oui. Tu sais, Ben, imagine la pression qui est déjà sur Red Bull depuis le début de la saison, avec les problèmes qu'on a, on doit faire notre propre moteur et toutes ces choses-là. ouais, Imagine qu'on se retrouve avec 2 Red Bull exclus en Q2. Change quand même la donne. Les grands titres vont c'est sortir vrai. parce que là, les titres ont été focus plus sur Max Verstappen, mais au moins, tu as une de tes 2 voitures qui est là. Donc, tu peux dire, ah, ben, c'était justement que Laurent Mekies a dit, on a essayé des améliorations sur la voiture de Max. Max a été un peu plus agressif, comme on le connaît par sa réputation, un peu à l'image de ce qu'il a fait dans les dernières saisons, de dire enlever un peu d'aérodynamisme à certains endroits. Mais finalement, ça n'a pas fonctionné. On voulait en mettre plus sur le devant, puis on a déséquilibré le derrière. Mais en tout cas, quand on dit sauver les meubles, je pense que l'expression se prête parfaitement parce que Mhm. justement, la pression sur Red Bull a été accentuée de beaucoup si jamais on avait eu 2 éliminations. Bortoletto, quand on parle de week-end difficile, ça en est un aussi, là, dans les dernières semaines, la fiabilité et tout ça. Audi paraissait bien depuis le début du week-end. C'est Hülkenberg qui s'est élevé. Puis là, Bortoletto, lorsque ça compte, réussit à placer sa voiture dans la Q3, puis quand même de positionner Audi, qui en est à sa première saison en Formule 1 en tant qu'écurie d'usine, au 9e rang, en 3e Grand Prix de la nouvelle ère, nouvelle réglementation. Pour un jeune comme Bortoletto à sa 2e saison, je peux pas bien en rajouter plus pour dire à quel point c'est une belle performance. Ouais, je suis d'accord avec toi. Très belle performance. Et pendant un bout de temps, moi, je pensais qu'il allait emmener. En tout cas, il y avait des chances, à mon avis, d'aller se joindre au top 6. Puis là, finalement, les grandes écuries se sont levées. Mais tu sais, j'avais ce scénario-là, moi, pendant la Q3. Les vas-tu nous surprendre? Et non, finalement, non. Mais effectivement, moi, je trouve que c'est un très bon résultat de qualif. On parlera de la course. Mais Bortoletto, je l'aime bien. Là. Je vois un bel avenir pour lui. Et il nous le démontre actuellement, là, en tout cas, qu'on peut croire en son talent là, pour l'emmener loin. Parlant de talent puis d'avenir, Arvid Hein? Oui. Lindblad. Arvid Lindblad, écoute, week-end encore là, de mémoire, il n'a pas été capable de sortir. Il n'a même pas fait de temps en EL2, je crois. EL3, ça a été le bordel. Il arrive, là. Première année en Formule 1. Il arrive à Suzuka. C'est un monstre, Suzuka, là, quand tu te présentes là-dessus. Là. C'est très intimidant. Puis lui, encore là, je le répète depuis le début, mais c'est vrai, c'est un circuit de confiance. Tu peux pas arriver quand tu n'as pas d'expérience en Formule 1, puis que tu n'as pas roulé dans les essais libres, puis arriver en qualification. Tu peux pas me faire croire que tu as de la confiance, mais ces jeunes pilotes-là ils sont tellement confiants en leurs moyens qu'ils sont capables, parfois, on va pas tous les mettre dans le même panier, mais c'est le cas pour Arvid Lindblad, de faire quelque chose d'assez magique, de se positionner 10e, de sortir Verstappen de la Q3, de l'éliminer en Q2. En tout cas, c'est tout un début là, pour le jeune Britannique indien. C'est le tour de qualif de la fin de semaine, à mon avis. Oui. Puis, évidemment, il y avait des circonstances. Là, il était pas seul en piste, là, mais tout le monde le regardait, là, à savoir s'il allait réussir le 10e temps. Et là, de le voir décoller vers Verstappen la 10e position, tu sais, on n'a pas vu tout le tour, mais en tout cas, on en a vu un bon segment. Ça a quand même été impressionnant. Et à méditer, hein, c'est pas Liam Lawson qui l'a fait, donc tu sais, ça va être difficile pour Lawson, quoi qu'il s'est bien repris en course. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis, Lindblad, très impressionnant depuis le début de la saison. Et je veux juste pas dire que il a décollé vers. En fait, je pense que Verstappen avait laissé un vide, Oui. puis là, Lindblad est allé le combler. Tu sais, le temps de Verstappen ne méritait peut-être pas la 10e position, mais il fallait quand même quelqu'un pour aller lui la prendre. Et là, c'est Lindblad qui l'a fait. Et il mérite tous les éloges qu'il a eu là, après son tour de qualif. Non, moi aussi, je suis d'accord avec toi, Verstappen aussi. Il y a des causes derrière ça. Puis justement, on en reviendra dans la journée de dimanche parce que je pense qu'il s'est quand même repris, a quand même montré qu'il était. Il est pas perdu, Max Verstappen. C'est juste que. Ben, on va en jaser tout de suite après parce qu'il y a quelque chose que je vais emmener là-dedans. Puis c'est surtout les commentaires de Charles Leclerc. Mais si tu permets, je fais le tour rapidement avec Vas-y. Ocon, Hülkenberg, Lawson, Colapinto, Saints, Albon, Burman. Et que ça n'a pas été facile aussi. A fait un tête à Berman queue. a raté sa qualif, puis ça a Ouais. ruiné son week-end. Il a fait un tech à queue en EL3 aussi. Ça aussi, on dirait que ça a nuit à sa confiance. Perez, ben, je ne pourrais pas aller bien. Il est le meilleur du reste. Là. Ensuite, Bottas, Alonso et Stroll, dernier. On va tout de suite passer à la journée de dimanche. Puis, on en a beaucoup à faire aussi. On a beaucoup de sujets à toucher là-dessus. Donc, allons-y tout de suite sur le Grand Prix du Japon qui avait lieu aux petites heures du matin à l'heure du Québec.
Eh bien oui, c'est dimanche qu'avait lieu pour une 36e fois sur le circuit de Suzuka, le Grand Prix du Japon, la troisième ronde du championnat 2026. Mais avant qu'on parle de la magnifique victoire de Kimi Antonelli, je voulais juste terminer la parenthèse que j'ai ouverte sur les qualifications. Tu parlais de Verstappen, tu dis oui, c'est peut-être pas nécessairement fait battre par Lindblad parce il a laissé un vide puis tout ça. Puis c'est drôle, Simon, parce que je regardais Verstappen faire son tour, puis arriver à des endroits, puis il devait travailler avec le volant, puis tout ça, puis je me suis dit, c'est malheureux parce que c'est un gars qui connaît juste comment aller à la limite de la voiture, puis pousser, puis pousser, puis pousser. Puis j'ai l'impression qu'il gagnerait à être plus conservateur dans son approche, sauf que c'est pas dans son ADN du tout. Mais les autres qui ont été probablement un peu plus conservateurs ont passé devant lui ou justement ont réussi à rentrer dans ce vide-là qu'il avait créé. Après ça, une fois que c'est terminé, il y a les commentaires d'après qualification et tout ça. Puis j'entends Charles Leclerc qui est vraiment pas content parce qu'il dit moi, ce qui fait mon pain et mon beurre, là, pas dit dans ces mots-là, là, mais il dit, mon pain et mon beurre, c'est d'aller chercher la limite, de jouer avec la limite de la voiture. En gros, on dit souvent, tu as des circuits comme ça, comme Suzuka, où ce que le risque va donner des récompenses, où ce que les plus téméraires vont être récompensés en bout de ligne. Puis souvent, on a fait référence ici au F1 Podcast dans les dernières saisons, qu'un gars comme Charles Leclerc, qui était un peu fou dans la tête, on pourrait dire des fois, mais par les risques qu'il va prendre, va être récompensé sur des circuits, notamment urbains et ces choses-là. Là, il se sent un peu dénaturé dans la nouvelle conduite, dans la nouvelle F1, parce qu'il dit, je vais aller essayer de chercher la limite, être plus téméraire, puis je me retrouve pénalisé au bout de la ligne. Puis je trouvais que ça se prêtait bien à ce que j'avais analysé de Verstappen, qui dit, je me disais, s'il avait été un peu plus conservateur dans son tour, aurait probablement réussi à survivre la Q2, sauf que ces gars-là ont une façon de conduire. Donc, c'était ça le lien que je voulais dire dans le fond, que je voulais faire avec Leclerc puis Verstappen qu'on disait sur les commentaires. Puis c'est un peu où ce que je me trouve dans le fait qu'on doit retravailler les qualifications parce que moi, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup de la Formule 1, de voir justement les pilotes qui sont capables non seulement d'extraire le maximum de la voiture, mais d'aller au maximum de leur capacité, au maximum de leur talent. Moi, c'est ce qui m'impressionne en tant qu'amateur de sport, voir les athlètes se dépasser, c'est encore ça qui me donne envie d'écouter des Grands Prix ou de voir ces athlètes-là performer. Donc, c'est sûr que c'est ce petit côté-là, moi aussi, qui me dérange présentement dans la nouvelle réglementation. Et j'ai trouvé que Charles Leclerc a mis le doigt dessus. C'est exprimé un peu d'une meilleure façon que ce que Verstappen fait. Peut-être que Verstappen a un peu de misère à mettre en mots ce qu'il ressent, mais j'ai trouvé que Leclerc l'a quand même bien fait. Puis j'étais curieux d'avoir ton opinion là-dessus avant qu'on parle d'Antonelli. Et peut-être que tu le sais, est-ce que c'est Leclerc qui a dit j'ai été plus rapide dans tous les virages, j'ai vérifié, et pourtant je suis moins rapide au bout du tour? Oui, oui. Alors, c'est quelque chose de contre-nature là, dans cet état de fait-là, effectivement. Puis je pense que la FIA t'a bien entendu. Puis honnêtement, même Toto Wolff là, a dit moi, j'aimerais qu'on revienne aux qualifs traditionnels. Donc, je pense qu'on va aller dans cette direction-là assez rapidement. Et c'est probablement le changement le plus facile à faire aussi, du fait qu'il n'y a pas d'opposition en tant que telle. Donc, je pense que ce message-là, Martin, la FIA et les gens de la F1 l'ont bien entendu. Puis je suis d'accord avec toi, là, tu sais, les qualifs traditionnels, il y avait quelque chose à voir là qu'on ne retrouve pas nécessairement en course parce qu'il y a toujours eu de la gestion en course. Oui. Pneus, essence, etc., selon les époques. Donc, la qualif a perdu de sa nature et c'est important de nous redonner ça, en sachant très bien que le dimanche, ben là, ça va peut-être être plus difficile de revenir en arrière, mais en tout cas, chaque la FIA, comme on l'a dit en début d'épisode, est sur la bonne voie là-dessus. À quel point elle peut aller vite, ben, on verra bien. Là. On a 5 semaines. Hein. Moi, je ne serais pas surpris qu'à Miami, là, on ait réglé une grosse partie du problème. On a essayé quelque chose au Japon, ça a plus ou moins bien fonctionné, là, mais chaque la volonté est là. Ouais. Je vais répéter ce que j'ai dit tantôt, tant qu'il y a de la volonté, pour moi, je serai jamais trop sévère avec la FIA, puis qu'on n'a pas d'orgueil mal placé dans le dossier. Du côté de Kimi Antonelli, je sais qu'il y a des gens qui... j'ai reçu un message, là, on va pas faire la norme avec ça, mais qui disait, oh, la victoire d'Antonelli, c'est pas si magnifique que ça. Non, non, c'est magnifique parce que le gars, il gagne pour une première fois. Puis ça, c'était en Chine. Il arrive au Japon, bâtit sa confiance, essaie de bâtir sa confiance sur ce qu'il a vécu. Puis encore là, c'est pas un week-end parfait. Mais moi, c'est ce qui m'impressionne. On le sait, ailleurs dans le sport, les bonnes équipes trouvent des façons de gagner. Mais c'est la même chose en course automobile. Les bons pilotes trouvent des façons de gagner. Bien sûr, il y a la voiture aussi qui
qui fait partie de ça. Mais on pourrait même ajouter à ça, les bonnes écuries vont trouver une façon de permettre à leurs pilotes de gagner. Puis Kimi Antonelli, le pire départ possible. Puis au bout du compte, Oui, hein? Oh oui, ouf. écoute, c'était épouvantable, là. Il était arrêté. On va refaire notre lien avec le départ du Mario Kart. François Goulet vous l'a dit, hein, aux auditeurs il y a quelques semaines pour appuyer, Oui, il pour a spiné les appuyer roues. appuyer sur l'accélérateur entre les deux feux rouges, les deux premiers feux rouges. Ouais, c'est ça. Ça, il l'a pas fait. Il a, il a tenu un peu trop l'accélérateur. Le fait aussi que Suzuka, on doit tenir la pédale de frein, hein, avant parce que sinon la voiture va comme avancer tout seul, là, à Mhm. cause du dénivelé. Je sais pas si c'est ça, je lance ça comme ça, si c'est ça qui l'a dérangé dans son départ, mais c'est vraiment, vraiment pas le départ escompté. Si je t'avais appelé après le 5e tour, puis je t'avais dit, quelles sont les chances pour Kimi Antonelli de remporter un deuxième Grand Prix consécutif, j'ai l'impression que sa valeur était quand même à la base. Très probablement dit, on peut-tu régler pour un podium, un Grand Prix? T'étires ta chance pas mal, mon Martin, là? Ouais, disons que t'aurais été en droit de me répondre ça parce que j'étais tout à fait d'accord que, disons que sa valeur avait diminué beaucoup, pas la valeur du pilote, mais les chances pour lui de Ses chances remporter. de victoire, Ouais, ouais. ouais, avait diminué quand même. Puis là, ben c'est là que ça nous emmène. On peut pas parler de la victoire de Kimi Antonelli sans encore. C'est vraiment le point tournant de la journée ou de notre épisode aujourd'hui, mais d'Oliver Berman, parce que c'est sûr que la voiture de sécurité, certains vont y aller, vont prendre le raccourci et vont dire ah ben c'est la voiture de sécurité, il gagne pas. Sauf qu'il avait quand même entamé une très belle remontée. Bien sûr, Charles Leclerc s'est arrêté, fait que ça lui a permis de remonter au 3e rang. Finalement, Charles s'est fait avoir par la voiture de sécurité. Puis après ça, s'ensuit Russell. Puis là, finalement, ben, il se retrouve en tête de l'épreuve. Mais après ça, il faut faire le travail parce qu'il y a quand même une relance à faire. Puis moi, je te dirais que c'est un des moments de la journée où j'ai été le plus attentif à comment il allait répondre parce que des relances en Formule 1, tu as bien beau de l'avoir fait dans les simulateurs, c'est pas pareil comme le faire pour vrai. Puis il l'a réussi, mais pas à peu près à la relance. Qu'est-ce qui fait les champions, pour revenir à ce que l'auditeur a écrit? Qu'est-ce qui fait les champions, Martin? On va Oui, s'en tenir. Tu avais raison là, pour les autres sports, mais on va s'en tenir à la Formule 1. oui, Le gars se retrouve dans une position inattendue, mais avec une opportunité en or de gagner. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dominé le reste de la course. Il a laissé aucune chance à personne. La relance, là, il l'a maîtrisé. Là, ça n'a même pas été difficile. Et en même temps, Russell, oui, il était dans le trafic, mais Russell a perdu une place. Antonelli a pas eu... Piastri n'a pas été proche. Là, il n'y avait aucune chance. Antonelli, aussitôt qu'il s'est retrouvé en tête, ça a été bonsoir! Il est parti! Antonelli, Antonelli, C'est ça! Antonelli. Ouais. Les Bon gens petit auront. hommage à Roger Brulotte, Ben, j'ai compris, j'ai Martin. compris. Tu t'es venu me chercher, t'as vu? T'es venu me chercher, ça a été. Je pense que t'as bien placé, puis c'est vrai que. Il a laissé aucune chance à Ouais, personne. Écoute, ouais. il a été béni des dieux, là, peut-être à quelque part, mais écoute, il aurait pu l'échapper, là. Ah, il Pas aurait du pu. tout. Ouais. Puis d'ailleurs, tu sais, juste pour clarifier là, sur le fait, là, puis on reviendra quand on va parler de Piastri, sur le fait qu'il aurait été chanceux, entre guillemets. On a demandé à Andrea Stella, tu sais, hey, c'est fâchant, là, tu sais, Piastri aurait eu une chance de gagner la course, etc. Il a dit oui, mais avec le rythme d'Antonelli, je suis pas convaincu qu'il serait pas venu chercher Piastri pareil en toute fin de course. On a été privé de ça à cause de la voiture de sécurité, mais reste que du côté même de McLaren, peut-être que tu sais, on dorait la pilule, là, parce qu'on est toujours un petit peu politique en F1. On s'attend, on n'aurait pas été étonné qu'avec le rythme de la Mercedes, Antonelli trouve le moyen d'aller quand même chercher la victoire, même s'il y avait un départ atroce. Alors, ça vous dit la qualité de son pilotage aujourd'hui. Et moi, quand je l'ai vu partir après la voiture de sécurité, sais-tu à quoi j'ai pensé, Martin? Non? Verstappen, Brésil 2024 sous Oui, la pluie. oui, oui, c'est Bang! vrai. Il est Bang. parti en avant, puis on l'a plus jamais revu. Ouais. Puis c'est. Tu sais, c'est le bout où ce que je te dis, j'étais vraiment attentif de dire comment il va répondre à ça. Comment, puis il a vraiment pris par surprise au départ. Puis encore là, c'est Russell qui s'est fait avoir, le gars d'expérience. Puis Oui, il était à l'arrière, lui aussi, n'a pas réussi à remonter. C'est Piastri, je pense qu'il était rendu juste derrière Antonelli à ce moment-là aussi. c'est Lui aussi ça, oui. s'est fait complètement avoir. Donc, il n'y a personne qui a saisi l'opportunité où il allait exactement appuyer sur l'accélérateur. Puis, as-tu entendu le message de Oui, George? Russell s'est essayé. De savoir où il allait appuyer, hein? C'est ça qui est spécial. Ah, est-ce qu'il va le faire ou ce qu'on a pratiqué? Ça m'a fait rire, ça. Je me suis dit, c'est correct. Ouais, Ben, il s'est essayé, là, c'est ouais. correct, mais j'ai trouvé très bien qu'on l'aide pas, là. Non, contrairement, Et tu sais. Antonelli avait un avantage, puis tu sais,
je trouvais ça correct qu'on ne prive pas Antonelli d'avoir cet avantage-là. Tu sais. Je pense que c'est important de respecter le sport aussi. Non, si on avait demandé à Kimi de dire, ben là, tu vas faire ta relance comme on l'a À tel pratiqué. endroit, parce que ça Ouais. va aider George dans le trafic, etc. Tu sais. On l'aurait peut-être mélangé, le jeune homme, là. Ça aurait peut-être pas été bon pour Mercedes. Tu sais. Commencer à, tu dis, faut rester humble quand même du côté de Mercedes. On a une très bonne voiture depuis le début de la saison, mais commencer à chorégraphier les Grands Prix, ça serait un peu plate de dire on va commencer à faire ça. Ouais, Qu'il y ait de la préparation, de la simulation, mais tu sais, autant que j'avais été critique, tu te rappelles l'année dernière, quand oui, que, très bien. ouais, quand que Tom Stollard quand Will Joseph plutôt avait donné des informations un peu, bon, moi je jugeais privilégié à Lando Norris parce qu'il avait accès à des communications radio ou à des données exactes de ce qui se passait dans la voiture de Piastri. Donc j'aurais trouvé ça un peu de valeur là, qu'on regarde un peu ce qui se passe du côté d'Anthony ou la préparation, qu'on décide de dire à Russell, ouais, il va faire ça là, ou en tout cas, j'aurais trouvé que je pense pas que j'aurais été très, très content de ça. Si on focus sur la voiture de sécurité qui est arrivée au 22e tour. 22e tour, ce que ça a fait, ben, c'est venu chambouler la course pour bien des gens, puisque la fenêtre pour les médiums se tournait aux alentours du 17e. On sait que Mercedes gère bien ses pneus, donc au 21e tour, on avait demandé à Russell d'arrêter. Peut-être que je me trompe, mais 20e, je pense que Leclerc avait arrêté, puis Astrid un petit peu avant ça. Disons, tous ces gars-là ont été extrêmement pénalisés. Je m'en allais dire que Oscar Piastri a peut-être été le plus grand perdant parce que c'est quand même. J'ai l'impression qu'il aurait pu se battre pour gagner cette course-là. Tu le dis, les Mercedes lui auraient donné quand même du fil à retordre. Ça n'aurait pas été facile, mais j'ai l'impression qu'il avait gagné le droit d'être dans une position après un départ canon. Là. Si on parle Ouais, des superbe. départs, ouais, si on parle des départs des Ferrari depuis le début de l'année, il faut quand même souligner ce qui est arrivé du côté de McLaren, que je trouvais depuis ils n'en ont pas fait beaucoup de départs, mais si je me base sur celui de l'Australie, de Lando Norris, Ouais. j'ai pas un Je suis gros obligé de rire. échantillon, j'ai pas un gros échantillon, mais si je me base sur celui que j'ai vu en Australie, je trouvais que c'était, tu sais, on avait beaucoup mieux répondu dans la McLaren que du côté justement de Mercedes ou la Red Bull d'Adjar ou quoi que ce soit, mais je trouvais que ça, c'était quand même un bon point. Quand j'ai vu Antonelli passer à travers tout le monde, Antonelli plutôt, Piastri passer à l'avant de tout le monde, puis aller s'emparer de la tête de l'épreuve, je dis, oh, ça, c'est un gars qui a faim. Il avait hâte de faire sa première course. Oui, puis ça paraissait, puis j'ai trouvé son départ fabuleux. Moi, j'adore ça quand tu vois une voiture plus rapide qui se lance tout de suite sur le côté là, pour aller dépasser les voitures en avant de lui. Tu sais, je trouve ça très spectaculaire là, tu sais, au lancement de la course. Alors, Piastri là, a comblé mon appétit avec ça. Partage ton avis. Je pense que sans la voiture de sécurité, il y aurait eu une bataille pour la première place à quelque part entre le 40e et le 50e tour. Et peut-être que Piastri aurait pu trouver, moi je crois en son talent, là, peut-être qu'il aurait trouvé le moyen là, de demeurer en première place. Bon, les Mercedes, à mon avis, sont quand même plus forts, fait que je portais à croire. Pendant la course, je pensais que c'était Russell, tu sais, qui aurait remporté cette course-là, là, sans la voiture de sécurité. Mais là, en écoutant les propos d'Andrea Stella, je me dis, ben, c'est quoi? Ça se peut qu'Antonelli aurait pu rattraper Piastri. Je trouve que quand même, on étire l'élastique parce que, rappelons-nous qu'il aurait dû dépasser Hamilton, peut-être Leclerc. Ensuite de ça, c'est sûr que ça serait battu avec Russell. Donc, il aurait perdu du temps, là, Antonelli. Là. Ça aurait pu permettre à Piastri de s'envoler et de garder la première place. Ouais. Alors, je ne suis pas affirmatif là, quand je dis Antonelli aurait remporté cette course-là, Non, il y avait du comme le fait travail. Stella. C'est ça, Ouais, on c'est ça. Il était. y avait du travail à faire. Puis son rythme était bon là, en début de course, mais tu ne voyais pas le pilote qui allait dépasser tout le monde pour aller chercher la victoire. Là, tu sais. Non, puis Antonelli a resté coincé derrière Norris pendant plusieurs tours aussi. Fait C'est qu'on ça. voyait que c'était pas nécessairement facile de la Mercedes de dire ah ben là, tu sais, comme certains vont y aller très simple, de dire ah, il y a la meilleure voiture, tu vois, il va passer à travers tout le monde comme de rien. Il a quand même dû travailler Kimi Antonelli. Puis Piastri on avait résisté aux attaques de George Russell pendant quand même quelques tours, avait revenu. Donc c'est pour ça que ça me montrait qu'il y avait sans dire qu'il était sur un pied d'égalité avec les flèches d'argent au cours de la fin de semaine, il y avait quand même une bataille ou une guerre à se disputer là, si on voulait remporter la victoire. Si on l'a perdu, puis ça fait partie du métier, ça fait partie de la course automobile, ces fameuses voitures de sécurité-là, on peut pas le prévoir. C'est pas une erreur de Mercedes d'avoir rentré Russell en premier, il était devant son Mais coéquipier. non. C'est le cadeau empoisonné, Ouais. parce que là, il avait le droit à la meilleure stratégie. Finalement, ça n'a pas joué en sa faveur, pantoute. Même chose, tu sais, Leclerc avait le droit à l'arrêt. Après ça, Piastri a eu le Quand droit à tu veux te l'arrêt. protéger de l'undercut, ben, il faut que tu rentres avant. Exact. Fait en gros, c'est vraiment un concours de circonstances qui a fait en sorte que c'est venu bousculer la hiérarchie, mais quand même,
J'ai pas vu d'erreur là nécessairement de la part des écuries. Puis après ça, ben, les autres, aussitôt que la voiture de sécurité t'arrive, ben là, tu te poses pas de questions. Tu es exactement dans la fenêtre des arrêts au puits, donc tu n'as pas le choix de le faire là. Faut que tu le fasses. Tu saisis Oui, puis il y a une l'opportunité. classe de gagnants, tu sais, qui est ceux Ouais, qui avaient attendu, puis une classe de perdants, ceux qui s'étaient arrêtés là, dans les tours ouais. précédents. Et ça fait partie des aléas de la course. Et ça, on y reviendra dans deux pilotes, mais il faut savoir s'ajuster à ça, accepter et pas se laisser déstabiliser. Ben, On sait de qui on on peut en parle. parler tout de suite. On peut en parler tout de suite parce que moi, c'est la note que j'ai mis la plus grosse là. Dans mes, tu sais, on prend des notes pendant un Grand Prix. Elle, Oui, là, je l'ai mis en couleur. Parce que je dis ça, faut pas que je passe à côté de ça. Je veux pas l'oublier. J'ai une bonne mémoire d'habitude. Mais l'attitude de George Russell, écoute, on est à la ronde 3. T'es dans la meilleure voiture. Il y a une voiture de sécurité qui tombe à un moment qui n'est pas opportun. C'est pas la faute à ton équipe pantoute. C'est correct de réagir. Mais de là, t'es troisième, George. Là. T'es pas 13e, t'es pas 12e, t'es troisième. T'as une voiture à ouais. dépasser. T'as une Ferrari à dépasser sur ton chemin, mais c'est pas la fin du monde non plus, là. Une McLaren plutôt à dépasser. Mais je veux dire, c'était pas la fin du monde. Puis sa réaction, il a fallu que Toto Wolff embarque sur le micro pour lui dire de se calmer. Euh, c'est ton leader d'écurie, ça là. En tout cas, moi, j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé cette attitude-là. Je l'ai trouvé défaitiste très rapidement. C'est quelque chose qui nous avait habitués par le passé. J'en ai parlé souvent au F1 Podcast, mais rappelez-vous, là, George Russell, en 2022, à la nouvelle ère de réglementation, les faits seuls, avait balayé tous les trophées dans la cour de Red Bull après quasiment 3 Grands Prix. Là. Les faits seuls venaient de commencer, puis lui, il disait, oh, ils vont tous gagner. Puis là, on arrive au troisième Grand Prix de l'année. Puis là, tu te retrouves troisième, puis on dirait que tu as l'air complètement désemparé. Un gars d'expérience comme lui, j'ai pas trouvé que c'était la bonne attitude à avoir. Mais ça, c'est ma perspective à moi. Là. Il y a des fissures dans l'armure, là, c'est clair. Et moi, je suis déçu parce que le Russell que j'aimais tant là, en milieu de saison l'année passée, celui qui allait chercher tout le temps le maximum, là, Le c'est pas Russell sans celui que je vois pression. actuellement. C'était le C'est ça. Russell sans pression. Puis tu sais, on l'a salué souvent son travail l'année passée, on l'a dit. Là. Je me semble de mémoire, tu l'avais même nommé l'étoile de ta saison ou quelque chose comme. Tu sais, pas Oui, loin de oui, moi, là. oui. Ouais, c'est ça. Fait que puis c'était mérité parce que c'est vrai qu'il avait connu sa meilleure saison en carrière. Il avait montré justement à l'image de notre commanditaire des cœurs, il avait monté une autre marche, puis il avait monté un autre niveau, son niveau de jeu, puis finalement, là, mais c'est facile à dire aujourd'hui de dire, ben là, il n'y avait pas de pression à ce moment-là. Là, il y en a cette année. Là, la cible est sur son dos. C'est là qu'on va vraiment le regarder et voir comment il va réagir. Puis, je suis obligé de dire qu'à la ronde 3, j'ai pas été impressionné par comment il s'est comporté. Moi, j'aime pas Russell, puis tu sais, j'aime pas. C'est peut-être, j'en mets peut-être beaucoup sur les épaules. Mais depuis le Brésil l'an passé, soit depuis qu'Antonelli est à son meilleur, on sent que Russell, là, tu sais, c'est plus le même pilote là, qu'à à l'été dernier, là, à l'été 2025. Mhm. Alors, et là, depuis le début de la saison, tu sais, moi, j'ai pas aimé son comportement nerveux, pressé d'être premier en Australie, alors que, tu sais, il aurait pu juste simplement laisser la victoire s'offrir à lui. Il était comme vraiment pressé d'être en tête pour se sentir bien dans sa peau. Là, après ça, c'est pas de sa faute ce qui s'est passé en qualification en Chine, mais il a quand même été battu en course par Antonelli, puis il s'est fait dépasser. Donc, tu sais, sa conduite est plus hasardeuse que celle d'Antonelli, puis c'est la même chose au Japon. Il a été battu en qualification. Là, je pense que Russell se sentait bien en avant d'Antonelli dû à son meilleur départ. En tout cas, même si c'était pas le départ à tout casser, là. Il était quand même en avant d'Antonelli, il se sentait à l'aise. Puis là, tout à coup, on lui enlève ça. Tu sais, le tapis se fait tirer en dessous de ses pieds. Puis là, il est déstabilisé. Puis là, il se plaint contre le sort. Ressaisis-toi! Oui. Ressaisis-toi! Tu es encore dans la lutte. Comme tu l'as dit, tu es troisième. C'est vrai que c'est plate ce qui se produit. Là. C'est normal d'avoir un moment là, où tu es en désarroi. Mais là, c'est pas le temps. Là. Tu géreras tes émotions après la course. Je pense qu'effectivement, la position de leader au championnat lui pèse sur les. Pas leader, favori au championnat, lui pèse sur les épaules et il le ressent. Puis je pense que c'est peut-être un élément qu'on néglige parce que là, tu sais, Lando Norris, l'année passée, c'était la même chose. Mhm. Puis là, on prend peut-être ça pour acquis que c'est facile pour des jeunes hommes à qui on promet mer et monde depuis plusieurs années. On s'attend à ce qu'ils se transforment rapidement, qu'ils passent du statut de vainqueur de Grand Prix à aspirant au titre. Et peut-être que finalement, c'est pas si évident que ça. Alors, tu sais, attendons aussi, là, avant de partir en peur sur Ben Antonelli, ça oui. pourrait très bien se produire avec lui. Comme Piastri l'an dernier. C'est une situation qui pourrait Exactement. être
C'est une situation qui pourrait être comparée un peu, de dire un pilote un peu plus d'expérience qui cherche son premier championnat, puis t'as l'autre jeune, oui, Piastri est à sa troisième, Antonelli est à sa deuxième, mais t'as le jeune qui semble sans complexe déjà, qui bâtit en confiance, sauf qu'on l'a vu, quand ça casse pas à peu près, puis ça a été dur de remettre Piastri sur les rails. S'il est vraiment de retour sur les rails, du moins aujourd'hui, ça avait l'air de ça, mais quand même, on peut voir que ça décroche vite. Puis tu parles de sous-estimer la place d'avoir la cible dans le dos, d'être le prétendant au titre. Mais le premier à avoir sous-estimé ça, pas le premier dans l'histoire de la Formule 1, mais c'est George Russell. Parce que George Russell, quand Verstappen gagnait, rappelez-vous ce qu'il disait, il disait au moins 12 personnes pourraient gagner dans cette voiture-là, comme si, peu importe qui tu mettais, le travail se ferait. Côté talent, il y avait peut-être raison qu'il y a des pilotes qui ont le talent, sauf que est-ce qu'ils ont le cran? Est-ce qu'ils ont la tête pour le mental? Pour reprendre une phrase de notre Marc Messier des Boys, Bob des Boys, mais est-ce qu'il y a le mental, la force du mental pour aller plus loin là-dedans, puis de dire, de résister à ça? Présentement, tu l'as dit, l'armure est fissurée ou il y a quelque chose qui se passe en début. Puis j'ai l'impression qu'on devrait rappeler à George Russell qu'un championnat du monde, c'est un marathon. Si tu es pressé de devenir champion puis tu penses que tu vas régler ça dans les premiers mois de la saison, bien sûr que les premiers mois sont importants pour le bout de la ligne, mais c'est pas tout ce qui joue présentement. Tu dois voir la longue game, tu dois jouer la longue balle. Pour faire un clin d'œil à notre ami Roger qui nous a quittés, mais je veux dire, tu dois voir plus loin Oui. dans la perspective de dire que si tu gagneras pas ça dans les premiers Grands Prix, ça va jouer à la fin, mais il faut quand même que tu fasses attention aux gestes que tu poses parce que c'est un cumulatif. Puis Jacques Villeneuve en était la preuve. C'est un gars qui était très méthodique dans sa façon d'aborder un championnat. Puis il savait que les résultats au bout de la ligne, il fallait que tu les accumules, il fallait que tu les mettes ensemble. Tu ne pouvais pas tout jouer dans les premiers instants d'une saison. Damon Hill en 96, ça, Damon Hill, c'était un pilote là, à l'époque. Il l'a même reconnu là, dans son autobiographie. Son mental était fragile. Ouais. Et il est allé voir des psychologues sportifs et on lui a inculqué une façon de faire. À chaque fois que tu es en piste, lors de chaque week-end, va chercher le maximum, va au maximum de tes capacités et contente-toi de ça. Et ça a été suffisant pour qu'il aille chercher le championnat du monde 96 face à Jacques Villeneuve chez Williams. Alors, ça pourrait être un bon point de départ pour le Russell. Et justement, il pourrait aussi parler à Lando Norris. Là, je ne sais pas si les deux s'entendent bien. Peut-être pas, là, parce que je pense qu'il y avait des adversités, mais des fois, on s'est battu en piste, c'est sûr, dans la jeunesse, mais des Ben, même fois, on peut consulter s'aider quand Damon même. Hill. Même consulter Damon Ben, Hill, il il est pourrait y aller, britannique. effectivement, Ah ouais. bon point. Mais il peut s'inspirer très bien de ce qu'a fait Lando l'an passé, où on l'a critiqué souvent. Sauf qu'au final, ce sont les deuxièmes places de Lando Norris qui passaient inaperçues, qui ont été meilleures que quand Piastri était en problème. Il terminait quatrième et cinquième. Donc, tu gagnes. C'est pas nécessairement en étant tout le temps premier que tu remportes le championnat. Va chercher ton lot de victoires quand elle s'offre à toi et assure-toi d'avoir des excellents résultats quand les circonstances ne te favorisent pas, comme aujourd'hui. Comme là, malheureusement, quatrième. Alors, moi, je pense qu'il aurait dû être troisième. Tu sais, Russell, aujourd'hui, là, il a perdu une position à Leclerc. Ouais, ouais, c'est sûr que quand tu regardes ça. Puis là, ben, Kimi Antonelli qui se retrouve au premier au championnat aussi, ça c'est quelque chose qui est quand même assez. On n'en a pas parlé, mais d'être le plus jeune dans l'histoire de la Formule 1, tu sais, t'as jamais vu ça. Moi, j'ai jamais vu ça. Mais tu te dis, aux États-Unis, ben, en anglais, on dit un teenager, là. Je sais pas, on peut Ouais. dire un adolescent. C'est quand même un adolescent. Je sais pas si c'est un adolescent en français, la bonne traduction de Ben, ça. au Québec, il ne l'est plus, là, c'est un jeune homme. Ouais, mais il a même pas le droit de boire du champagne sur le podium. Pour te donner une Non, idée, mais là. je pense que s'il en buvait, on ne reprocherait pas, là. Non, mais as-tu vu, il fait attention de ne pas le faire. Je sais pas si c'est Mercedes Ouais. ou pour l'image du sport qu'on décide de. On veut montrer le bon exemple parce qu'on le sait, hein, aujourd'hui, avec les polices du web, ce serait pas long que ça sortirait puis on trouverait une façon de casser du sucre sur le sport à cause de Il ça. y aurait une Mais, amende ou quelque chose. ouais, Là. Ouais. exact. Mais quand même, le gars, il a même pas le droit de boire du champagne. Ça fait 2 semaines de suite qu'on lui donne une grosse bouteille puis qu'il célèbre devant des pilotes en Formule 1, là, pas en Formule 3 ou en série go-kart régionale, là. En tout cas, c'est assez. C'est incroyable de ça. Super, Mais là, il y a mais 5 semaines à vivre avec ça. Là. ouais, Donc, ça, j'ai c'est hâte pas de voir évident. à Miami. Là. Ouais. Ouais, ouais, t'as raison, ça. Parce que là, il y a 5 semaines où ce qui va se faire dire à quel point il est beau, qu'il est gentil, qu'il est talentueux, qu'il a des chances de gagner, qu'il est en avance au championnat, ça a fait mal à Piastri, ça. À longue, d'avoir ce poids-là sur les épaules, de se faire dire à quel point que tu vas être jeune, tu vas gagner un titre, tu as une opportunité qui se représentera peut-être jamais. C'est un bon point que t'amènes, ça. C'est vrai que ça tombe drôlement le 5 semaines. Autant que ça peut aider du monde, ça peut peser sur Antonelli, ça, au bout de la ligne.
Si tu permets, je voulais faire répondre à une question qui est venue Allons-y. de certains auditeurs, puis je vais en profiter pour faire ça dans la trajectoire technique, qu'on pourrait peut-être même rebaptiser trajectoire stratégique pour l'occasion, présentée par nos amis de Service d'outils FGL à Laval, spécialisé dans le domaine de l'outillage pour les marques comme DeWalt, Milwaukee, Makita, toutes les autres marques prestigieuses que vous connaissez, et ils réparent même vos outils. Une entreprise 100% québécoise de troisième génération. Donc, allez les encourager parce que faire affaire avec nos commanditaires, ben, c'est encourager aussi le F1 Podcast. Ça a été soulevé en anglais dans la diffusion internationale. On se demandait pourquoi Max Verstappen et plusieurs pilotes n'avaient pas opté pour les gommes dures au départ. Parce que ceux, normalement, on est habitué par le passé en Formule 1, ceux qui sont un peu plus loin vont opter pour des stratégies différentes, mettre les gommes dures, pendant ceux qui sont devant avec des gommes plus molles vont s'arrêter. On va profiter de l'air propre, qui est peut-être un moins gros facteur, ça va un peu dans le sens que je veux aller, profiter de cet air propre-là pour gagner des positions et remonter un peu le peloton. J'entendais le commentateur demander pourquoi on n'a pas opté pour ça du côté de Verstappen. Il y a un seul pilote qui a pris cette stratégie-là, et c'est Valtteri Bottas avec Cadillac. La raison est simple. On voulait faire des tests parce qu'on est en période d'essai du côté de Cadillac. On a décidé d'opter pour un pilote en médium, un pilote en gomme dure pour accumuler des données et bâtir là-dessus. Pourquoi que Verstappen ne l'a pas fait? Je t'explique ma vision des choses. Tu me dis si je me trompe, Simon. C'est que Vas-y. le facteur voiture de sécurité depuis le début de la saison, il est très élevé. Il y a énormément de chances d'avoir une voiture de sécurité. Si tu t'élances en gomme dure, puis tu as une voiture de sécurité, comme les deux premiers tours, les deux premiers Grands Prix nous ont habitués, à l'intérieur des 15 premiers tours, ben, tu tombes en stratégie à 2 arrêts. Puis il n'y a personne qui veut faire ça parce que Pirelli n'a pas encore lancé la fameuse balle courbe. Puis la bonne stratégie depuis le début de la saison, c'est de s'arrêter seulement qu'une fois. Donc, automatiquement, si tu décides de t'élancer en gomme dure, tu as une voiture de sécurité qui tombe dans les premiers moments, ben, tu ne peux pas t'arrêter. Il faut que tu t'arrêtes pour mettre les durs soit plus tard. Donc, tu es automatiquement pénalisé parce que tu prends un arrêt qui coûte 10 secondes de plus que tout le monde. Ou sinon, ben, tu es pénalisé par le fait que tu t'arrêtes, mais tu remets encore des gommes dures. Puis là, ben, il faut que tu arrêtes une autre voie parce que tu dois utiliser 2 trains obligatoires. C'est un excellent point. Puis, tu sais, on l'a bien vu au début quand tout le monde est parti en médium. Pirelli doit travailler ça là, ces prochaines Oui. semaines. Puis ça veut dire aussi que les pilotes devront se restreindre de critiquer Pirelli si les pneus sont moins performants. Tu sais, je pense qu'il faut donner une chance à Pirelli d'essayer des choses. Je pourrais aussi te dire que quelle était la seule voiture qui avait un tour de retard quand la voiture de sécurité est sortie. Valtteri Bottas en gomme dure. C'est ça, Ouais, la c'est voiture ça. 77. Ouais, c'est pour ça que c'était pas une alternative. Puis tant mieux, là, les écuries sont. Si moi je suis capable de voir ça, ils l'ont vu eux autres aussi, là. Mais je veux dire, avec toute la technologie qu'ils ont, il y avait une seule stratégie pour gagner la course. C'est pas intéressant, ça. Tu sais, autant qu'on a des artifices. Je trouve ça dommage. On perd Ouais, quelque chose. On a un bon ouais. spectacle en piste, mais il y a un élément qui est négligé, là, puis c'est celui-là. C'est celui-là qu'il faut absolument travailler. Dans les 5 prochaines semaines, c'est bien beau d'ouvrir les conversations sur la motorisation, toutes ces choses-là, mais je sais que Pirelli a déjà commencé à ouvrir la porte. Sauf que quand j'ai vu qu'on est allé avec ces gommes-là, j'espère que la planification des pneus à utiliser était déjà écrite d'avance. C'est normal, là, c'est dans ce sens-là que ça va avec la production. Mais j'ai hâte de voir c'est quand qu'on va pouvoir casser le fameux plan qu'on avait dressé pour les premiers Grands Prix de la saison, parce que là, ça ne fonctionne pas. En Australie, on a frappé un mur. En Chine, on est allé frapper le même mur. Puis là, au Japon, on savait que le monde irait pour une stratégie à un arrêt, puis là, on a opté pour des gommes les plus dures possibles. Donc, on leur a donné la possibilité, on leur a donné ça tout cuit dans le bec, là, de pouvoir faire un seul arrêt. Donc, il n'y avait même pas de question. Quand est-ce, puis je veux pas te piéger là-dessus, là, parce que il n'y a pas de statistiques précises là-dessus. Quand est-ce la dernière fois, toi, tu as vu ça, un départ avec si peu de différence dans le choix des gommes? Ben, c'est déjà arrivé relativement souvent, mais tu as raison de dire qu'habituellement, quand tu es à l'arrière, tu sais, les écuries vont essayer quelque chose parce qu'elles n'ont pas grand-chose à perdre. Personne en gomme tendre. Ouais, Je trouvais ça spécial. Tu sais, qu'est-ce que Aston l'avait fait en Chine, là. Au moins, Alonso s'était amusé un peu. Alors, je comprends qu'on veut peut-être aller chercher des données aussi chez Aston, mais tu sais, les Cadillacs, même chose. Mais tu sais, qu'est-ce qu'un Albon ou un Sainz avait à perdre nécessairement, là, en sachant très bien que, à part s'il y avait beaucoup d'abandon, il n'y avait aucune chance de terminer dans les points, là. Tu sais, quelqu'un aurait pu l'essayer. Ça, c'est un pari classique facile qui est pas, tu sais, pas si souvent payant que ça, mais quand tu n'as rien à perdre. Et puis,
moi, ce que je regrette, c'est que j'ai bien l'impression que là, la stratégie est assez facile. On s'arrête le plus tôt possible. Si on pouvait s'arrêter au premier tour, on le ferait, là. Tu sais. Alors, Oui. tu sais, on le fait pas parce que les voitures sont collées. Aussitôt qu'il y a un petit peu d'écart, là, let's go, on rentre, puis on va mettre la dure, puis après ça, on débarrasse, job well done, on continue jusqu'à la fin. Là, Ça, c'est un peu dommage, ça. ouais, c'est un peu dommage. Puis, tu sais, je veux pas. Tu sais, on a touché beaucoup de sujets depuis le début de l'épisode, mais il faut quand même être positif aussi de dire qu'il y a beaucoup de choses à travailler, comme dans toutes les nouvelles ères en F1. Sauf qu'aujourd'hui, on a quand même eu 3 écuries différentes sur le podium. Il faut quand même regarder, tu Oui, sais, le verre, oui, on oui, peut ça, le. c'est vraiment positif. Oui. C'est ça. Tu sais, on peut regarder le verre à moitié vide. Moi, je préfère le regarder à moitié plein, puis de dire, ben, il y a des ajustements à faire, on s'en va dans le bon sens, mais quand même, à la troisième ronde du championnat, on peut espérer qu'une parité s'installe. Est-ce qu'elle va s'installer au milieu de saison, vers la fin de la saison pour préparer les prochaines? On ne le sait pas encore, il est trop tôt pour le dire, mais quand même qu'au troisième Grand Prix, on est capable d'entrevoir une forme de parité qui pourrait se mettre en place. Moi, je le vois de façon positive, puis tu as l'air de le voir de la même façon aussi. Ah, j'adore ça, de voir les McLaren se joindre là, à la Ouais. bataille entre les Ferrari et les Mercedes. Ça, c'est vraiment venu pimenter le Grand Prix. Puis bon, et c'est sûr que la voiture de sécurité nous a enlevé un peu de ce spectacle-là qu'on aurait pu avoir, la bataille pour la victoire entre Piastri et les pilotes Mercedes. Ça nous a permis de voir un autre spectacle, Antonelli qui domine, mais tu sais, ça promet, là. Et moi, je pense que Ferrari va aller taper du pied là, à la FIA en disant, là, on vous a donné 5 secondes pour les départs. Et si vous donnez un autre 5 secondes avant de laisser aller le feu rouge, là, avant de l'éteindre, mais Oui. là, on perd tout notre avantage. Puis je pense que ça a beaucoup aidé les McLaren aujourd'hui, ça. Parce qu'en rythme de course, ça semblait plus rapide que les Ferrari. Alors là, du moment qu'il y a eu un meilleur départ, ça sera tout de suite placé devant. Puis dans le cas de Piastri, il n'a jamais été menacé par les Ferrari. Tu Alors, fais, il y a un élément à surveiller. tu fais bien de le mentionner parce que autant qu'il avait été critiqué parce que le premier départ de la saison, c'était beaucoup trop rapide. Là. Moi, je ne me rappelle pas Oui. d'avoir vu quelqu'un éteindre C'est les comme roues. si la dernière lumière, on n'avait pas voulu la mettre. Ouais, exactement. Elle était brûlée. Vite, vite, faut pas avoir! C'est ça. Mais après ça, le deuxième, il était peut-être plus dans les standards. Tu sais, il était rapide, mais on a déjà vu ça. Puis après ça, parce qu'on le sait, hein, c'est une personne, c'est un être humain qui choisit la Oui. séquence, quand est-ce que ça décolle. Parce que sinon, les pilotes sont tellement rapides avec leurs réflexes, ils seraient capables d'anticiper les départs. Donc, c'est pour ça qu'ils sont pas toujours pareils. Faut vraiment attendre que les rouges s'éteignent pour pouvoir décoller. On peut, pour être sûr que, justement, on peut pas s'adapter à ça. Piastri termine deuxième. Je continue le classement. Leclerc, Oui. troisième. On dit 3 écuries. Pour moi, c'est la bonne nouvelle de la journée. George Russell, ben, l'attitude a probablement coûté sa remontée. Lando Norris qui sécurise quand même un bon week-end, je vais le dire dans le sens, là, un bon retour pour McLaren. Ah Il oui. n'a pas eu d'essai libre, il arrive là. A quand même eu résisté aux attaques d'Antonelli, a réussi à prendre de l'expérience avec sa nouvelle motorisation. Donc, j'ai trouvé que ça, c'était bien. Lewis Hamilton, bien, tu le disais, un week-end effacé. Malheureusement, je m'attendais à plus. Mais non, je ne vais pas dire n'importe quoi. Je l'ai dit que j'étais sceptique, même malgré ce qu'il avait fait en Chine, mais j'avais l'impression que je pensais pas que ça aurait cassé aussi vite que ça, parce que là, je l'ai revu un peu déçu, dire on n'est pas là. En tout cas, tu sais, c'était comme si des fois il parlait de la performance de l'auto qui est pas là. Mais Charles à l'avant donne tout ce qu'il y a, puis il nous donne, en tout cas, l'impression que c'est pas, que l'écart est là, mais que, en tout cas, il nous fait miroiter qu'il y a une possibilité pour Ferrari, mais c'est pas ce qu'Hamilton a fait ce week-end. Ben, je suis un peu d'accord avec toi, mais je n'irai pas aussi vite dans mon jugement. Moi, je m'attends à ce qu'Hamilton, même quand il était champion du monde, il y avait certains week-ends où il était off, entre guillemets. Ouais. Alors, je pense qu'il est comme ça. Alors, mais faut pas sous-estimer Leclerc, là. Je pense que Ah, Leclerc il a un est niveau de bon. pilotage est Ah assez non. élevé, là. Ouais. Puis il anime le spectacle, les dépassements à l'extérieur. Ouais. Tu sais, moi, je l'ai dit tantôt, c'est un fou, Charles Leclerc. Là. Il fait des choses en piste, là. Tu dis. Moi, je suis content qu'on ait des gars comme ça. Puis c'est un gars propre. Tu sais, Charles, il va à la limite, mais c'est un gars propre, puis c'est un gars qui prend des risques. Moi, j'aime beaucoup le voir piloter parce que justement, c'est un gars qui anime les dimanches. Il anime les samedis aussi par ses. Même s'il n'est pas content là, des nouvelles voitures, ce qu'on lui offre, mais quand même, tu sais, c'est un bon pilote à voir. Il fait des bons coups de volant, des bons dépassements. Pierre Gasly a résisté au quadruple champion du monde, Max Verstappen. Toute la course, il y a vu une Red Bull dans ses rétroviseurs. Il a réussi à résister à ça.
Pierre Gasly, c'est tout un accomplissement. C'est pour ça que c'était unanime. On a décidé de lui donner le titre pilote des cœurs, à l'image de l'entreprise des cœurs incorporée, l'entreprise spécialisée dans le domaine des escaliers. Ben, il a atteint l'autre niveau, Pierre Gasly, encore une fois ce week-end. Il nous l'a montré qu'il est capable d'aller chercher, qu'il a des outils dans son sac pour sortir des grandes performances, puis il en a fait une aujourd'hui. Absolument, absolument. Puis, mais le meilleur des autres, hein. Oui. C'est un championnat quand même important et considéré dans le paddock, là. On le sait qu'il n'est pas dans un top team, mais il est le meilleur des autres, alors c'est quand même une place là, qui est valorisée. Verstappen, ben, il a été coincé derrière la voiture de Gasly. Il a quand même fait une remontée, fait ce qu'il pouvait faire. T'es vraiment pas content après la course. C'est peut-être quelque chose qu'on pourra se pencher un peu plus longtemps dans Ben, un. juste Ouais, un petit ouais, mot vas-y. là-dessus, là. Ouais. Je vais y aller rapidement, là. Je ne veux pas taper sur Verstappen sans arrêt. Là, il serait temps, au salaire qui est payé, qu'on découvre un leader, là. Tu sais, le gars capable de se relever les manches, là, Mhm. pour emmener son équipe vers le sommet, là, au lieu de bougonner, là. Tu sais, il fait 75 millions par année, là. Ouais. À un moment donné, si on est encore à discuter de ça en juillet, là, Red Bull va se dire, ben, coudonc, pourquoi on le paye? Tu sais, ça Ouais. va vite, ces réflexions-là, des fois, dans les entreprises. Je suis pas en train de dire que c'est ça actuellement, là. Non, non. Mais à un moment donné, il faut que tu sois en mode solution, là. Ouais. Alors, tu sais, là, il parlait de sa possible retraite et tout, puis il aime pas le pilotage, puis ça serait tout à fait légitime s'il décidait d'aller voir ailleurs. Là, moi, je suis pas contre ça, je respecte ça. Vettel l'a fait, Rosberg l'a fait. Mais là, t'es là cette année, là. Il reste 20, combien de courses? 19? Tu sais, ça va être long si tu bougonnes tout le long. Let's go, je veux voir Verstappen, le leader. Je veux voir ce jeune homme-là qui est capable, même si c'est difficile. Mhm. Vas-y, tu sais, montre une facette de ta personnalité que les grands ont et qu'on n'a pas vu encore. Non, je suis d'accord avec toi. Puis, il est capable de la mettre sur son dos, l'écurie. Il l'a déjà fait. Faut juste, comme tu dis, qu'il rentre dans les rangs, qu'il passe par-dessus le fait que tu l'auras pas ta voiture. Tu sais, on l'a dit tantôt, là, il n'aura pas sa voiture de 2025. Là. Ils vont pas y ramener. Là. Ils vont pas retourner en arrière. C'est ça. Exact. L'avenir, c'est Ça ça. fait Puis partie du passé, là. c'est ça. Là, Et Lawson a été le grand gagnant de la voiture de sécurité. Ben, un des grands gagnants de la voiture de sécurité parce ouais, que c'était pas un grand week-end, a réussi à rebondir. Je passe rapidement, mais Ocon, Hülkenberg, Hadjar, Bortoleto, Lindblad, lui, a été perdant. lui, ça a été perdant, c'est ça. Ouais, à cause de la voiture de sécurité, malheureusement. Sainz, Colapinto, Perez, Alonso, Bottas. Faut quand même souligner hein, que Perez, Alonso et Bottas ont réussi à terminer la course. Oui. C'est quand même, on est rendu là. C'est rendu que c'est un accomplissement. Ben, C'est vrai. c'est Ouais, sûr pour Alonso, là. Puis, tu c'est sais, ça. Alonso, nouveau papa, Ouais. il a d'excellentes raisons de vouloir sauvegarder ses mains, là, Oui. comme la raison de son abandon là, dans le dernier Grand Prix. Tu as déjà pris ça, un bébé naissant, Martin, là, très fragile. Oui, faut faire Hein? Tu as attention. besoin de tes mains à 100%. Alors, mais là, il s'est rendu. Ouais, il s'est rendu. Puis, ben Albon, un autre week-end difficile. Ça, c'est quelque chose qu'on va mettre à Atroce, l'horaire. atroce, ouais. Ouais, je sais que tu veux en parler. C'était difficile. On en mettra à l'horaire dans l'entre-deux courses parce que même s'il y a 5 semaines de vacances, on vous laisse pas tomber. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook et compagnie. Puis vous allez trouver les dates. Là. On va être présent pendant ces 5 semaines-là. On s'en va pas nulle part. On s'en va pas dans le sud. On s'en va pas dans le nord. On s'en va pas nulle part. On va parler de Formule 1 quand même. On va quand même vous faire des épisodes intéressants sur plusieurs sujets. Stroll, Berman n'ont pas terminé l'épreuve. Berman, on l'a déjà dit, les circonstances. Et puis Lance Stroll, bris mécanique, encore une fois. En terminant, je veux savoir ton pilote du jour. Qui a été ton pilote du jour? Oscar Piastri. Oscar Piastri, je pense que c'est un excellent choix. Je récidive avec Kimi Antonelli pour toutes les circonstances, mais surtout pour sa Un relance. excellent choix aussi. Ouais, ça relance derrière la voiture de sécurité. Puis tu sais que moi, j'ai pas peur de me mouiller. Hein. J'avais fait la prédiction la plus audacieuse en début de saison en disant qu'Arvid Lindblad serait la recrue de l'année. Puis je déroge pas de là. Mais je vais t'en faire une autre grosse prédiction osée qui va sûrement jeter les gens à terre. Je te promets que pendant les 5 prochaines semaines, Mercedes ne gagnera pas de course. Et Colin, ben Hein? attends, je sais pas. Tu l'as pas vu venir, Verstappen, celle-là. il n'est pas au volant d'une Mercedes dans une autre série, là. Ah, il Ah, peut se faire disqualifier. Ça. ouais, Tu vas gagner, Martin. en autant qu'on compte les bons nombres de pneus qu'on utilise. C'est Mais ça. encore une fois, Simon Bachand, ça a été un plaisir de me prêter à cet exercice-là, je veux dire, de revenir sur un week-end de course. Donc, je te souhaite une excellente semaine, puis on va se revoir très bientôt dans un épisode entre deux courses. Merci tout le monde. C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 30 mars. Notre prochain rendez-vous est prévu pour le vendredi 10 avril. Mais d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook,
Instagram ainsi que LinkedIn et bien sûr à vous abonner à nos chaînes Spotify, YouTube ainsi que Amazon Music et activer la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Je vous invite aussi à répondre à notre question du jour présentée par Sona Viking où on vous demande êtes-vous confiant de voir Kimi Antonelli aspirer à devenir champion du monde cette saison, c'est-à-dire en 2026? Si vous voulez répondre, vous pouvez trouver la question sondage dans les commentaires YouTube sur la publication de cet épisode sur Facebook ou sinon sur Spotify, vous pouvez descendre et en dessous de la section commentaires, vous pouvez voir la question sondage avec le choix de réponse disponible et vous pouvez aussi nous envoyer n'importe quel commentaire que vous souhaitez ajouter à l'épisode ou même nous faire parvenir votre pilote du jour. Ça nous fera plaisir de vous lire. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite une excellente semaine.